Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'hypertrophie de prostate en médecine générale. On va explorer ensemble les signes cliniques incontournables, les examens à ne pas manquer et les options de traitement à connaître pour un suivi optimal de vos patients. Pour nous éclairer, je reçois Valentine Friedman, elle est urologue et andrologue à Paris. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Valentine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypertrophie bénigne de prostate et pourquoi elle est si fréquente chez les hommes âgés? Alors, déjà, pour commencer, la prostate, c'est cette glande, cet organe qui est une glande sous la vessie et qui a tendance à grossir, à augmenter en volume avec le vieillissement. Ça n'a pas de critères particulièrement pathologiques, il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est quelque chose qui est un peu inéluctable comme ça avec l'âge. Elle prend en taille et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de corrélation entre le volume de la prostate et la gêne des patients. Donc nous, on va de notre côté en consultation juste se renseigner sur les symptômes, mais ne pas focaliser sur le volume de la prostate si les patients ne nous en parlent pas. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les circonstances de découverte les plus communes de l'hypertrophie en pratique générale et quels sont les symptômes à rechercher dans notre interrogatoire? Sur l'interrogatoire ce qu'on appelle symptômes du bas appareil urinaire, dans notre jargon urologique, ce qu'on va rechercher, c'est la dysurie, c'est également la polachyurie, donc le fait de beaucoup uriner, à différencier de la nicturie, le fait de se réveiller la nuit. Attention, c'est pas le fait d'être réveillé et d'aller faire pipi. Non, c'est vraiment l'envie de faire pipi qui réveille le patient. Ok. Et la polachyurie, donc diurne, dans la journée, où on essaye d'évaluer le nombre de mictions du patient. Il faut savoir que c'est jusqu'à 8 à 10 mictions considérées comme normales. Enfin, on peut également demander au patient la force du jet. Est-ce qu'il est haché? Est-ce qu'il est séparé en deux? Il y a certains patients qui disent « j'ai un jet comme un arrosoir ». La sensation d'une vidange vésicale incomplète, l'émiction en deux temps, le patient qui va aller faire pipi, qui va se rhabiller et avant même de sortir des toilettes, il a à nouveau besoin de vidanger sa vessie, c'est absolument pas normal. Certains patients vont également parler de gouttes retardataires, donc attention, c'est pareil, c'est pas les gouttes qu'on n'essuie pas et qui vont éventuellement salir les sous-vêtements, c'est vraiment quand on a fini d'uriner, au moment où on va se rhabiller, il va y avoir vraiment comme plein de petites gouttes qui vont couler de façon totalement, une perte insensible d'urine. Ce qu'il faut aussi rechercher, c'est l'urgenturie. L'urgenturie, c'est vraiment l'envie fulgurante d'uriner qui sort un petit peu de nulle part. C'est parce qu'on sait tous que quand on commence à avoir envie d'uriner, on anticipe, on se dit « tiens, je vais devoir aller aux toilettes ». Non, là, c'est vraiment une envie qui sort de nulle part et qui est tout de suite une urgence. Ça, c'est un peu un signe, on va dire, d'alarme. Enfin, les fuites et le sang dans les urines. Ok, très bien. Donc notre patient, il nous a rapporté plein de symptômes qui nous évoquent une hypertrophie bénigne de prostate. On va passer à l'examen physique. Est-ce qu'il y a des signes spécifiques à rechercher lors de notre examen clinique pour faire le diagnostic et éventuellement éliminer des diagnostics différentiels? Alors, l'examen phare de l'hypertrophie bénigne de prostate, ça reste le toucher rectal qui, à mon sens, n'est pas assez fait en consultation. Ça nécessite évidemment, surtout aujourd'hui, en termes de médico-légal, de bien prévenir le patient, de bien lui expliquer qu'on va mettre un doigt dans ses fesses. Est-ce qu'il est d'accord? Et s'il est d'accord, la plupart du temps, les gens même attendent cet examen. Enfin, du côté urologique, en tout cas, ils sont absolument pas choqués par le fait de faire un toucher rectal. On va venir en fait palper la face postérieure de la prostate et la zone périphérique en particulier, ce qui permet d'avoir une idée du volume de la prostate, qu'on mesure avec une pulpe de doigt. Une pulpe de doigt, on dit que c'est à peu près 10 grammes de prostate. Et également de voir s'il y a une zone indurée. Attention, une prostate, c'est ferme. C'est normal que ça soit globalement ferme. Mais s'il y a une zone qui est franchement avec une dureté pierreuse,
ou si on réveille une douleur, ou si on sent plein de petits nodules d'adénome. Tout ça, c'est important de le faire. À noter qu'après un toucher rectal ou après on en parlera plus tard, une échographie de la prostate, il ne faut pas faire de dosage de PSA dans les 15 jours à 1 mois qui suivent, car de toute façon, comme on va stimuler la glande de la prostate, on va artificiellement augmenter le PSA, en tout cas augmenter le taux d'antigène dans le sang, et donc pouvoir éventuellement artificiellement modifier le dosage de PSA. Donc tu nous as vraiment fait un focus sur le toucher rectal, qui est vraiment un des messages importants de cet épisode avec toi, Valentine. C'est de surtout pratiquer ce toucher rectal pour se faire le bout du doigt, j'ai envie de dire, sur les prostates normales, les prostates pathologiques. Dans l'hypertrophie bénigne de prostate, donc c'est le volume qui est pathologique en soi. La prostate est trop grosse. On regarde s'il n'y a pas un nodule de la zone périphérique qui pourrait nous faire penser à une néoplasie prostatique. Une fois qu'on a fait cet examen clinique, quels sont les examens complémentaires essentiels pour confirmer ce diagnostic et éventuellement exclure d'autres pathologies urologiques? Alors, l'élévation du PSA, il peut être lié à 3 choses: un cancer de la prostate, une infection urinaire ou une hypertrophie bénigne de prostate. Donc évidemment, on fait un dosage de PSA. Après 50 ans, chez les hommes, il est recommandé par les sociétés savantes de faire un dosage de PSA total dans le sang tous les ans. Mais ce dosage de PSA, justement, pour rester dans les clous, on l'associe avec un ECBU, parce que si le CBU est positif, le PSA peut être artificiellement augmenté. Moi, je fais toujours PSA, ECBU et une créatinine, parce que ça me permet, surtout si les patients sont symptomatiques et ont une HBP, d'avoir une idée du retentissement sur la fonction rénale, parce que c'est bien ça, les complications de cette pathologie. Donc en examen biologique. Et après, je propose une échographie réno-vésico-prostatique, même si, je suis désolée, je le répète, mais il n'y a pas de corrélation entre le volume de la prostate et la symptomatologie des patients. Donc si l'échographie vous rapporte une prostate même de 150 grammes et que le patient ne se plaint pas, on ne fait rien. Est-ce que tu peux me dire, quand on a fait le diagnostic d'hypertrophie de prostate, quand est-ce qu'on doit traiter un patient? Alors, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle de l'urologie fonctionnelle. Donc, c'est quand le patient rapporte une plainte. C'est-à-dire tous les symptômes dont je vous ai parlé. La dysurie, la nicturie, bien souvent, ça commence quand même par de la nicturie. Et le GHC, la difficulté à initier la miction, tous ces symptômes-là sont des symptômes qui nous disent, bon, il faut aller aider le patient, il faut le traiter. Okay. Attention, avant de parler de traitement, on peut aussi lui donner des mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, quand on vieillit, on a une inversion de la sécrétion de l'hormone antidiurétique. Donc de toute façon, on va plus faire pipi la nuit. Donc si on apporte après 18 heures quantité de liquide, il est évident qu'on va déclencher une nicturie, ou en tout cas, on parle d'une polyurie nocturne. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je leur dis, après 18 heures, si vous avez soif, évidemment, il faut boire, vu qu'on recommande quand même 1,5 litre d'eau par jour. Mais si vous n'avez pas soif, il faut éviter. Ok, donc on commence toujours par des mesures hygiéno-diététiques et on ne traite avec des médicaments que lorsque la plainte fonctionnelle est trop importante. Exactement. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes stratégies, les différents traitements médicamenteux disponibles pour l'HBP? Alors, l'arsenal thérapeutique de l'HBP, il est très simple, il est vieux comme le monde. Il y a les alpha-bloquants, d'accord, cette grande classe thérapeutique qui, en fait, va provoquer, si vous voulez, une ouverture du col vésical. Donc, les alpha-bloquants ne jouent pas sur le volume de la prostate, mais ils vont optimiser l'ouverture du col vésical, qui reste d'ailleurs toujours un petit peu ouvert, et donc la vidange vésicale. Ces grandes classes thérapeutiques, c'est l'alfusosine ou, pour pas citer une marque, mais l'Urorec, le Xatral, enfin tous ces médicaments-là que je pense on a tous prescrits dans nos carrières. Il y a un effet secondaire qu'il est très important aujourd'hui quand même de signaler aux patients, c'est l'éjaculation rétrograde. Pourquoi ? Parce que le col de la vessie il reste ouvert. Mais il y a moins de sperme au moment de l'éjaculation et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire parce que nous, en urologie, en fait, quand les patients ont été mis sous alpha-bloquants et qu'ils arrivent en consultation, ils ne sont pas contents
parce que le médecin traitant ne l'a pas dit. Donc je pense que c'est vraiment un effet secondaire à donner, surtout qu'aujourd'hui, les gens ont une sexualité de plus en plus tardive, ce qui est bien, mais du coup, ça peut avoir un retentissement sur leur sexualité, et bien évidemment, c'est un médicament à proscrire quand il y a un désir de parentalité. Enfin, l'autre classe thérapeutique, ce sont les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Donc, ce sont des médicaments qui vont diminuer la quantité, qui vont paradoxalement augmenter la quantité de testostérone disponible, mais donc de la dihydrotestostérone, vont bloquer l'accumulation de dihydrotestostérone et du coup vont être à l'origine, c'est un mot un peu fort, mais d'une petite castration, et donc vont diminuer le volume de la prostate. Donc on a plus de testostérone, moins de dihydrotestostérone, et la prostate du coup va réduire en volume. Donc ça a un intérêt chez les patients qui n'ont pas de sexualité ou qui n'ont plus en tout cas de sexualité pénétrative, parce qu'il y a vraiment un retentissement sur les érections, et donc c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument dire en consultation aux patients, parce que sinon ils peuvent être vraiment très désarçonnés, et donc c'est les médicaments comme l'Avodart. Ok, ou le finastéride, le Oscar, etc. Il y a d'autres médicaments? Après, il y a toute la phytothérapie. Je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails parce que je suis loin d'être experte en phytothérapie. Mais c'est vrai que pour les tout petits symptômes urinaires à peine débutants, on peut commencer par de la phytothérapie. Pour ma part, je prescris du Permixon, un comprimé matin et soir aux patients. Et c'est vrai que j'ai plutôt des bons retours. Ok, donc on a confirmé le diagnostic, on a traité notre patient avec des médicaments. Alors, quand est-ce qu'on le réfère à un urologue et quand est-ce qu'on fait une chirurgie? Alors ça, tout dépend de la motivation du médecin traitant. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait possible de faire un diagnostic d'hypertrophie bénigne de prostate et de faire les examens paracliniques et de débuter un traitement avec des alpha-bloquants ou des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Donc on parle d'une monothérapie, juste des alpha-bloquants. On peut également associer les alpha-bloquants et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Ça sera une bithérapie. Et à partir du moment où, malgré la bithérapie, le patient reste symptomatique, il est temps de l'adresser chez un urologue. Ok. Ma dernière question, Valentine, quel conseil donnerais-tu aux médecins généralistes pour la surveillance à long terme des patients atteints d'hypertrophie bénigne de prostate pour le dépistage des complications éventuelles, le suivi de cette pathologie par exemple? Donc, on n'oublie pas que ce sont des patients, effectivement, ils sont traités pour l'HBP, donc soit ils sont contents, soit ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, de toute façon, vous le saurez. Et s'ils sont contents, eh bien, c'est un suivi annuel. J'ai oublié de préciser que les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase font diminuer le taux de PSA. Donc, quand vous suivez vos patients sous inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, n'oubliez pas que le dosage du PSA annuel doit être multiplié par 2. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des alpha-bloquants. Donc, le suivi se fait uniquement par l'interrogatoire en termes de satisfaction sur les levées la nuit et sur les symptômes de la phase de remplissage et de vidange. Si le patient est content, on renouvelle le traitement et ça peut se faire ad vitam aeternam. Je leur fais juste tous les ans un PSA et un toucher rectal. Très bien, ok, écoute, je te remercie beaucoup Valentine, c'était super clair. Je crois que tu es présente sur Instagram et tu as un compte d'urologie qui est Oui. plutôt destiné aux patients, je crois? Oui, aux hommes. Aux hommes, aux patients, exclusivement. Et donc on te retrouve sous ton nom, Valentine Friedman. Exactement. Ok, écoute, je te remercie infiniment Avec Valentine, plaisir. je suis sûr que ça va être hyper informatif, instructif pour tous nos confrères. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!